Projet socialiste, l'unanimité après la discorde. Référendum en Espagne, tout dépendra des abstentions. Messieurs, bonsoir. Il y a des jours où il faut savoir marquer une pause et prendre un petit peu de recul vis-à-vis d'une actualité qui va beaucoup trop vite. Ainsi, ce soir, allons-nous commencer par une réflexion sur l'avenir. Qu'est-ce qui attend la France si la situation internationale ne bouge pas et si elle garde la même ligne politique et économique? Eh bien, c'est un rapport de l'INSEE qui va nous aider à y répondre. L'INSEE, vous le savez, c'est l'Institut national de la statistique et il a établi dans un rapport qui va faire du bruit une projection pour 1985. Les chiffres sont sévères. Pour l'emploi, par exemple, 1 900 000 chômeurs dans le meilleur des cas, 2 600 000 dans l'hypothèse la plus pessimiste. Alors, avec Jean-Claude Renaud, examinons maintenant les deux scénarios mis sur pied par l'INSEE. Premier scénario, celui d'un simple ajustement de la politique actuelle. Il conduit au taux de chômage maximum 2 600 000 demandeurs d'emploi en 85. Les entreprises investissent peu, les exportations s'accroissent moins vite, la facture pétrolière atteint 130 ou 150 milliards de francs en 85. Résultat, le rythme de l'inflation diminue lentement pour atteindre 6%, et les Français qui travaillent 38h30 par semaine en 85 voient leurs revenus augmenter moins vite. Deuxième scénario, celui de l'adaptation structurelle. En clair, il s'agit d'affronter la crise avec une politique draconienne appuyée par un vigoureux effort collectif. Pour diminuer la facture pétrolière, l'État augmente par TVA interposée le prix des produits énergétiques et investit pour réaliser des économies. Il allège les charges sociales des entreprises, lesquelles augmentent leur productivité. Les partenaires sociaux acceptent de nouveaux comportements. Ainsi, la durée du travail tombe à 35h50 en 85, cette réduction entraînant une diminution du salaire. Résultat de ce scénario musclé, le chômage augmente moins vite, 1 900 000 chômeurs en 85, mais la croissance plus rapide accroît l'inflation et le déficit extérieur. En conclusion, les hypothèses de l'INSEE, qui prévoient toute une aggravation du chômage, montrent que le temps des économies bien portantes est révolu, d'autant plus que le prix du pétrole reste la grande inconnue. Les experts de l'INSEE ont prévu qu'il dépasserait chaque année de 7% la courbe de l'inflation mondiale. Or, depuis le début de cette année, le prix du baril a déjà augmenté de 70%. Voilà, avec nous maintenant en direct du ministère de l'économie, René Monory. René Monory, bonjour. Avec de tels chiffres, monsieur le ministre, il ne sera plus possible désormais à un ministre de dire « nous sommes au bout du tunnel ». Oui, alors tout d'abord, je voudrais vous répondre qu'il s'agit là d'un scénario, et il y aura plusieurs scénarios qui seront faits à ce sujet, et je réponds avec la plus grande assurance et la plus grande fermeté qu'il n'y aura pas 2 300 000 demandeurs d'emploi en 1985. Il y a deux scénarios. Il y a deux scénarios, il y en a d'autres. Il est normal qu'un gouvernement et que le plan en particulier demande un certain nombre d'études, de scénarios sur des schémas différents. Et c'est à partir de là que la prévision du gouvernement et que l'arbitrage politique se fera. Donc, il n'est pas question pour le gouvernement français, vous vous en doutez bien, d'imaginer le moins du monde que nous puissions aboutir en 1985 à 2 300 000 demandeurs d'emploi. Alors bien sûr, il y aura des efforts importants à faire dans le domaine des réformes structurelles, et vous savez que c'est toujours un peu difficile de faire des réformes structurelles. Bien sûr, nous connaîtrons, le scénario nous en apporte la confirmation, mais on le savait déjà, nous connaîtrons une croissance moins vigoureuse, le prélèvement pétrolier est important, nous devrons faire des efforts d'adaptation pour notre énergie, c'est vrai, mais je peux vous assurer que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour que non seulement la courbe ne progresse pas, mais plutôt, je dirais, se ralentisse. Mais vous ne contestez pas ces travaux effectués par une équipe officielle, l'INSEE? Ah non, mais de toute façon, des travaux comme ceux-là, il y en a de fait en permanence par l'INSEE, par la prévision, et ils sont très utiles. Le commissariat général au plan, qui se prépare à faire une esquisse du plan avec des commissions, bien entendu, a besoin d'un certain nombre d'éléments pour ensuite trancher, pour conseiller, pour proposer au gouvernement un certain nombre d'orientations, mais ces travaux ont pour but d'éclairer le gouvernement, mais n'ont pas du tout pour but de décider une prévision et une politique. C'est la raison pour laquelle je vous dis, l'arbitrage politique se fera pour que les Français puissent avoir tous, ou pratiquement tous, un travail, un emploi, ce qui me paraît nécessaire dans une société moderne. Mais tout de même, ces chiffres ne sont pas roses. 3,2% de croissance dans le meilleur des cas, 1 900 000 chômeurs dans le meilleur des cas. Est-ce que ce n'est pas un problème politique, une question d'équipe au pouvoir?
Non, écoutez, de toute façon, je crois qu'il serait illusoire de croire que, quelle que soit l'équipe au pouvoir, qu'elle puisse demain décréter un taux de croissance plus fort. Vous le savez, les matières énergétiques en particulier, les matières premières, opèrent chaque année un prélèvement important sur la richesse française. Et cette année, d'ailleurs, ce prélèvement a progressé de l'ordre de 20 milliards de francs. 20 milliards de francs, c'est à peu près 1% de la richesse nationale. Je n'ai pas besoin de vous dire que, compte tenu de ces prélèvements, le développement de la production intérieure se ralentira. Mais ça, personne ne le conteste et personne ne peut revenir, comme certains le préconiseraient, aux prévisions d'antan ou aux réalisations du passé. Alors, bien entendu, avec une croissance modérée, une croissance de l'ordre de 3, 3,5 ou 4, il faudra adapter nos structures, adapter notre économie, adapter l'emploi à cette croissance, et c'est là tout l'art et tout le travail du gouvernement, tout ce qu'il devra faire dans les prochains mois et dans les prochaines années. Mais je le répète, inutile de vous dire que, en aucun cas, les perspectives du gouvernement et la volonté politique du gouvernement ne s'arrêtera à ce désespoir en quelque sorte, et qu'au contraire, tout ce que nous proposerons seront pour aller dans un sens d'une meilleure utilisation des Français et d'un moins fort pourcentage de demandeurs d'emploi. Merci, Monsieur le Ministre. Je vous signale en effet que ces hypothèses dépendent en partie de l'augmentation du pétrole. Eh bien, hier, le brut algérien a encore augmenté de 10%. Du pétrole au nucléaire, il n'y a qu'un pas que nous allons franchir en évoquant les problèmes de la centrale de Gravelines. Ce matin, en effet, la CFDT a lancé un appel à la grève immédiate afin de s'opposer au chargement du réacteur. Ces opérations devaient déjà avoir lieu au début du mois, mais les syndicats s'étaient inquiétés de la présence de fissures sur certaines parties des cuves et des générateurs de vapeur. Problème sur lequel le groupe socialiste à l'Assemblée a demandé la constitution d'une commission d'enquête, mais sur lequel la CGT n'a pas tout à fait le même point de vue que la CFDT. Je pense que vous comprendrez mieux le dossier quand vous aurez vu ce reportage sur une autre centrale où se posent les mêmes problèmes, Tricastin. Je vous conseille toutefois de vous munir d'une loupe car les fissures dont nous parlions ne sont pas visibles bien sûr à l'œil nu. Tricastin sur le Rhône, près de Montélimar, c'est la seconde centrale nucléaire française où l'on a découvert des fissures. En fait, c'est la sœur jumelle de Gravelines dont le chargement a commencé aujourd'hui. Ici, c'est le sas d'accès au réacteur numéro 1. Le réacteur, il est de ce côté-ci et nous allons aller voir comment se passent les contrôles. Philippe Dumez, Alain Pagano et leur équipe ont donc pu pénétrer à l'intérieur d'une centrale nucléaire terminée juste avant le chargement. Ils ont pour cela dû respecter des consignes draconiennes de sécurité et ramper dans des zones d'accès très restreintes pour en rapporter des images exceptionnelles. Nous sommes maintenant dans la piscine du réacteur et dans une partie de cette piscine se trouve le cœur du réacteur où sera déposé plus tard l'uranium. Et comme on peut le constater, les ouvriers sont actuellement en train d'effectuer des contrôles. Monsieur le directeur, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu où elles sont ces fissures? Fissures, quand on parle de fissures, on pense inévitablement aux fissures que l'on peut trouver dans les appartements, soit dans les murs, soit dans des plafonds. En fait, les défauts que nous avons trouvés dans ces tubulures de cuve sont des défauts de surface, des micro-fissures de surface, invisibles à l'œil nu. Ces fissures sont effectivement minuscules et l'image qu'en donnent les instruments n'est pas du tout significative pour un profane. Mais certains pensent que les contrôles effectués sur les installations prêtes à fonctionner ne peuvent pas avoir la même qualité que si elles avaient été faites en usine. Les syndicats souhaiteraient pour leur part que ces contrôles servent au moins à faire un point de départ pour suivre dans le temps l'évolution des fissures. Le constructeur de ces matériaux, Framatome, prétend lui avoir une parfaite connaissance de ce problème. À l'heure actuelle, nous savons parfaitement déterminer la longueur de ces fissures ainsi que leur positionnement sur les pièces et nous sommes en train de mettre au point des méthodes encore plus perfectionnées pour l'analyse complète de la taille dans tous les sens de ces fissures. Oui, mais vous ne parlez pas de leur évolution dans le temps. Alors leur évolution dans le temps, nous pensons d'après les calculs que nous avons faits que ces fissures n'évoluent pas dans le temps. Néanmoins, nous serons prêts à déterminer les tailles dans les mois à venir, si besoin était, pour utiliser ces méthodes de contrôle. L'expérience métallurgique de Framatome est rassurante et les calculs théoriques qui ont été faits sur l'évolution des fissures vont bien plus loin que la vie théorique d'un réacteur qui est de 30 ans. Framatome a tout de même modifié la pose d'acier inoxydable comme on le voit ici. Il semble bien en effet que ce revêtement intérieur des cuves et des générateurs de vapeur soit à l'origine des fissures. Ce revêtement d'inox est destiné à éviter la corrosion dans les parties sensibles du circuit primaire
et du cœur du réacteur jusqu'au générateur de vapeur. Les fissures sont à l'intérieur des pièces, entre la couche d'inox et la partie d'acier ordinaire qui forme le bâti des appareils. Pour EDF, il n'y a aucun danger, mais la société a tout de même entrepris des vérifications supplémentaires. Devant l'inquiétude manifestée par le personnel, nous avons souhaité, dans le cadre des structures existantes, les comités d'hygiène et de sécurité, compléter l'information du personnel. Ce dernier nous a fait part de son inquiétude et, dans un souci de concertation et pour apaiser ses craintes, nous avons décidé des investigations complémentaires. Et dans la mesure où les résultats de ces investigations supplémentaires rassurent le personnel, nous serons en mesure de procéder au chargement début novembre et nous pourrons fournir les premiers kilowattheures sur le réseau à la fin du mois de janvier. Si effectivement ces fissures ne présentent aucun risque, pourquoi avoir attendu 1 an avant d'en parler? Si EDF éprouve le besoin de mieux informer son propre personnel, on peut douter que les Français en général puissent se faire une idée réelle de la situation. Toute industrie de pointe a des problèmes. Ce n'est pas en les dissimulant que l'on dissipera les craintes. Oui, Tricastin, un chantier sur lequel est mort ce matin un ouvrier qui procédait à un contrôle des circuits électriques, mort d'asphyxie. La grève dans les postes et télécommunications, vous l'avez constaté aujourd'hui, très peu de courriers. 60% de grévistes disent les syndicats satisfaits, 40% dit la direction qui parle d'un relatif échec. Je vous rappelle que la CGT, la CFDT et Force ouvrière ont déclenché le mouvement et manifesté ce matin à Paris, ces images en témoignent, pour demander notamment un renforcement des effectifs, le salaire minimum à 3 000 francs et une semaine de 35 heures de travail. Ils menacent de faire grève le mois prochain si leurs revendications ne sont pas prises en compte. Grève aussi à Air France pour le 8 novembre, car disent les syndicats, la direction refuse de négocier, la direction qui s'étonne. Donc prenez vos précautions pour le 8 novembre, je vous rappelle, sur Air France. La politique maintenant, avec tout d'abord l'accord réalisé hier soir chez les socialistes autour du projet présenté par François Mitterrand. Noël Coppel. Et oui, une date heureuse, disait la nuit dernière François Mitterrand. Il est vrai que cette unanimité est un événement important, surtout si l'on se rappelle les débats parfois très vifs qui ont agité le Parti socialiste depuis quelques 18 mois. Sans minimiser toutefois l'importance de cette unanimité, il faut préciser que l'accord qui est intervenu n'est qu'une étape dans la discussion de ce projet de civilisation, comme disait François Mitterrand. Le texte va être envoyé dans les sections, puis il va remonter au sommet pour faire l'objet d'une discussion lors d'une convention au mois de décembre. Mais il est vrai que l'heure est à la détente et cette unanimité d'hier, finalement, on la voyait un peu venir au cours de ces dernières semaines, notamment depuis le comité directeur de fin septembre et depuis le grand discours prononcé à la porte de Pantin le 16 octobre par François Mitterrand. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer cet accord après tant de remous, vous le disiez vous-même? Écoutez, je crois qu'on en parle peu, mais il y a quand même la base. Et la base, je crois, était assez lassée par ce qu'on appelait du temps d'Astérix le combat des chefs. Quant aux chefs eux-mêmes, eh bien François Mitterrand, lui, avait évidemment tout intérêt à ce qu'il y ait un large accord autour de ce projet qui est celui initialement de Jean-Pierre Chevènement, mais qui est surtout maintenant le sien. Pierre Mauroy, qui s'était présenté notamment au Congrès comme le rassembleur, rappelez-vous son appel « Rassemblez-vous, camarades, rassemblez-vous », avait intérêt lui aussi à montrer qu'il était favorable à l'unité. Quant à Michel Rocard, s'il ne peut pas aujourd'hui faire figure de rassembleur, il lui fallait au moins éviter de faire figure de diviseur. Et puis d'une façon générale, je crois que chacun est parfaitement conscient du fait que lorsque le candidat aura été désigné, il faudra qu'il ait derrière lui un parti uni. Donc, à vous en croire, les chefs ont un petit peu enterré la hache de guerre. Alors, sans tout ramener au présidentiel, est-ce que ce n'est pas un peu quand même la désignation de François Mitterrand? Je crois pas encore, si vous voulez. Il y aura un congrès extraordinaire après que soit réglé ce problème du projet socialiste de façon définitive. Mais ce qu'on peut dire quand même, je crois, ce soir, c'est que si l'image de Michel Rocard n'a cessé au cours de ces derniers mois de monter dans l'opinion publique, eh bien, François Mitterrand, lui, de son côté, a fait la preuve que sa position était prédominante au sein du Parti socialiste. Et je crois que depuis quelques semaines, il l'a renforcée. Au Palais Bourbon, les suites de la grogne du RPR sur le train de vie de l'État. Aujourd'hui, le ministre du Budget, Maurice Papon, a fait savoir que depuis 4 ans, le gouvernement avait réduit énormément ses dépenses de fonctionnement et qu'il ne pouvait pas aller au-delà du 1% sur chaque budget, sur chaque secteur. Cela dit, il souhaite toujours la concertation avec le RPR.
Les représentants de la communauté musulmane a déjeuné aujourd'hui chez le chef de l'État. Le président veut s'assurer, je le cite, d'une complète intégration des Français musulmans, qui sont environ 300 000 en France, au sein de la communauté nationale. Et puis plus tard dans l'après-midi, la signature par Valéry Giscard d'Estaing d'un contrat de dépôt de ses archives personnelles aux archives nationales à la fin de son mandat. L'ensemble de ces archives sera rendu public 60 ans après la fin de son mandat et je ne sais pas si nous serons là pour vous en parler. Pour ce qui est de l'affaire des diamants, maintenant, cette déclaration de Michel Poniatowski hier soir sur France Inter, le président de la République ne peut pas se défendre parce qu'il ne peut pas répondre à un journal satirique. Et si les hommes politiques doivent faire l'objet à tout propos de telles attaques, plus personne ne voudra être un homme politique. C'est l'avis de Michel Poniatowski. 5 attentats en un quart d'heure. Le Front National de Libération de la Corse a encore frappé cette nuit à Paris et en banlieue. Le plus grave d'entre eux au dépôt d'hydrocarbures militaires de la Courneuve. Notre service photo était là et vous montre, vous le voyez, des documents sur des pannes plastiques qui n'ont pas explosé cette nuit à la Courneuve. 2 provinces espagnoles votaient aujourd'hui, le Pays Basque et la Catalogne. Elles votaient pour leur autonomie perdue il y a 43 ans. 6 à 8 millions d'Espagnols devaient donc dire oui ou non à un projet de statut organisant l'autonomie de leur province. On s'attend d'ores et déjà à une réponse positive, mais l'incertitude porte sur le taux d'abstention que nous ne connaissons pas encore. Notre correspondant permanent en Espagne, Bruno Albin, examine le cas le plus explosif, si je puis dire, le Pays Basque. Une Ikastola, une école basque. Ici, la langue privilégiée, c'est l'euskera. Si le statut d'autonomie soumis au référendum est approuvé, des Ikastolas comme celle-ci vont se multiplier. L'euskera sera, avec l'espagnol, langue officielle en Euskadi. L'administration sera bilingue, comme la télévision régionale. Peu à peu, le basque, interdit par Franco, sera de nouveau parlé couramment, alors qu'aujourd'hui, un habitant seulement sur 4 le pratique, et le plus souvent, assez mal. Mais c'est déjà en euskera, autant qu'en espagnol, que s'est déroulée la campagne pour l'adoption du statut d'autonomie, après lequel les Basques couraient depuis 40 ans. On aurait tort de sous-estimer l'importance de ces retrouvailles des Basques avec leur culture, mais on aurait tort également de ne pas voir, dans la partie qui se joue aujourd'hui, à l'occasion de ce référendum, l'importance que peut revêtir pour le Pays Basque le fait de retrouver la santé économique qu'il a perdue depuis de nombreuses années. Rançonnés par le terrorisme, les investisseurs sont partis, le chômage touche 18% de la population et tous les Basques espèrent du nouveau statut qu'il ramène la paix civile et permette un redémarrage de l'économie. Si on garantit ici que ce pays sera un pays européen, comme d'ailleurs est notre vocation, ce capital retournera. Mais si on a toute l'infrastructure que vous pouvez voir derrière vous, on peut l'offrir, elle est là, les hommes sont préparés. Mais est-ce que vous pouvez aussi offrir la paix? On est convaincu qu'avec l'implantation de la légalité basse, ces éléments d'État et autres changeront leur attitude et commenceront à participer dans l'avenir de notre pays qui est le leur aussi. Il n'y a pas d'autre alternative, pas ici, pas en Europe de l'Ouest où on se trouve. Pas d'autre alternative pour les Basques, pas d'autre alternative non plus pour l'Espagne. Et si des leaders de l'importance du communiste Santiago Carrillo se sont déplacés ces derniers jours pour faire campagne en faveur du oui au statut, c'est bien que l'on souhaite un résultat franc et massif. Un résultat qui permettrait une fois pour toutes de mettre les indépendantistes et les terroristes de l'ETA sur la touche et d'estomper les ombres qui planent sur la démocratie espagnole. Car les jusqu'au-boutistes, ceux qui ne veulent pas de ce statut négocié avec Madrid, ne désarment pas. À Guernica, dans la salle de l'ancien Parlement régional, ce symbole que chacun se dispute, leur vieux maître à penser, Telesforo Monzón, a demandé dimanche dernier à ses fidèles de noyer les partisans du oui sous un flot d'abstention. Il a été acclamé au cri de « L'Euskadi ne se rend pas, vive l'État militaire », dont les commandos ont par ailleurs annoncé ce matin de nouvelles actions terroristes pour les jours qui viennent. Dans ces conditions, rares sont ceux des Basques qui croient que le référendum d'aujourd'hui soit vraiment le remède miracle contre ce que les Espagnols appellent désormais le cancer terroriste. Et au-delà des professions de foi politique, il s'agit sans doute beaucoup plus d'un nouveau vote d'espoir.
Proposition française pour une conférence sur le Cambodge. Le gouvernement français a proposé tout à l'heure, pour le 5 novembre sans doute, la convocation d'une conférence dans le cadre des Nations Unies pour examiner les problèmes humanitaires qui sont posés par la situation dans ce pays. Et puis pendant ce temps, les États-Unis donnent 30 millions de dollars au Cambodge. Le président Carter a annoncé que les Américains veulent venir en aide à cette population menacée par la famine. La Thaïlande recevra quant à elle 9 millions de dollars qui lui serviront à faire face à l'afflux considérable des réfugiés cambodgiens dans son pays. Avec une nouvelle épreuve pour les quelques 400 000 réfugiés cambodgiens que les autorités thaïlandaises ont décidé de transférer à une centaine de kilomètres de la frontière, pour éviter, semble-t-il, que ces mêmes réfugiés, pour la plupart dans un état désespéré, ne soient à nouveau victimes des affrontements entre Nord-Vietnamiens et Khmer Rouge, affrontements qui se poursuivent depuis 3 jours jusqu'en territoire thaïlandais. Parallèlement, le gouvernement cambodgien, sans doute avec le feu vert des Vietnamiens, a décidé d'ouvrir plus largement l'aéroport de Phnom Penh à l'arrivée des secours de la Croix-Rouge. Et malgré les déclarations de responsables du gouvernement, selon lesquelles il n'y aurait pas de vraie famine au Cambodge, que toute cette affaire ne serait que du tapage de certains pays étrangers, un problème pourrait être résolu dans les prochains jours, celui du transport des secours à l'intérieur du Cambodge même, notamment par la réouverture des 2 routes qui relient la capitale à la frontière thaïlandaise. Je faisais état tout au long de cette semaine de multiples réactions. À son tour, le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives en France, a demandé aux Juifs d'apporter leur solidarité au peuple cambodgien. Le monde a faim, un chiffre qui fait frémir. Plus de 50 millions de personnes meurent de faim chaque année, l'équivalent d'un pays comme la France ou l'Italie. Alors devant la gravité de ce problème, le Parlement européen a ouvert aujourd'hui à Strasbourg un débat sur la faim dans le monde. Débat passionné mais qui, cette fois, ne s'est pas enfoncé dans les ornières administratives. Le dossier que nous présente Serge Mistret, je crois, le mérite. Un enfant qui naît, est-ce une joie ou bien une calamité ? Tout dépend du pays où l'on se trouve. En Inde, par exemple, il naît 14 millions d'enfants par an. Cela veut dire, en 4 ans, la population de la France. Il y a aujourd'hui 620 millions d'Indiens, ils seront 1 milliard en l'an 2000. En Inde, cette année, la récolte de blé a été bonne. On va même en exporter, mais 500 millions d'Indiens n'en verront jamais un seul grain, ils n'ont pas assez d'argent pour en acheter. C'est aussi cela le problème de la faim. D'un côté, la population du tiers-monde augmente de 2,6% par an, de l'autre, la croissance de production agricole voisine 0%. La faim, c'est aussi en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, partout où le désert a progressé, qu'elle s'installe. Les pays sous-développés auront une population de 4 milliards d'habitants en l'an 2000, alors que les naissances croissent aujourd'hui dans le monde au rythme effrayant de 1 million d'enfants tous les 5 jours. Comment résoudre ce problème ? Eh bien, d'une part, à une politique plus raisonnable de la démographie dans le monde, une politique de naissance, et deuxièmement, par un effort beaucoup plus important dans la connaissance du phénomène agronomique tropical. On a trop négligé ce problème, là, il y a un manque de science, un manque de technologie, on ne sait pas comment faire. Car si on donnait à un agriculteur de la Beauce 100 hectares, 1000 hectares dans le Sahel ou sur les plateaux Batéké au Congo, etc., il ne serait pas capable de survivre lui-même, parce qu'il ne saurait pas quoi faire. Et alors nous avons demandé, au Club de Rome, nous avons demandé qu'un effort considérable soit fait par le marché commun pour la connaissance de ce phénomène de l'agronomie tropicale, de manière à améliorer les rendements et à donner à manger à la population. C'est important que tout le monde puisse manger à sa faim ? C'est très important. C'est très important et je vais vous dire pourquoi. C'est que si les peuples du Sud ne sont pas capables de manger à leur faim, ils envahiront petit à petit comme des insectes. Ils s'inséreront dans le dispositif du Nord. Et aujourd'hui, vous assistez depuis 20 ans à cette montée du Sud vers le Nord. Il y a des millions d'Africains et des millions de Nord-Africains qui sont là parce qu'ils ne peuvent pas manger chez eux. Et ce mouvement va continuer si nous ne faisons pas l'effort de leur permettre de vivre normalement dans leur pays.
Être cohérent, lucide et systématique dans l'enseignement de la foi, c'est le pape Jean-Paul II qui le demande aujourd'hui avec force à tous les catholiques dans un document rédigé de sa main. La catéchèse, dit le pape, doit éviter à la fois la routine et la répétition de la légèreté de l'improvisation pour fournir vraiment aux chrétiens des réponses pour le monde d'aujourd'hui. La catéchèse, un sujet justement évoqué cette semaine par l'Assemblée plénière des évêques de France. Les inspecteurs de police se rassuraient après un mois de grève du zèle pour obtenir une augmentation de leurs frais professionnels, point culminant de ce mouvement hier. Eh bien aujourd'hui, les policiers ont obtenu en partie satisfaction. Contestation au SDEC, les agents du service de documentation extérieure et de contre-espionnage, en clair les services secrets français, ne sont pas contents. Le gouvernement, disent-ils par exemple, ne prend pas suffisamment en compte les analyses établies par nos agents. Inculpation du commandant du remorqueur de l'Amoco Cadiz. Ce commandant, vous le savez, avait négocié pendant plusieurs heures un contrat de remorquage avec le pétrolier. Ces heures perdues sont à l'origine de la catastrophe. Lionel Legras, le garagiste de Troyes, a à nouveau été inculpé par le juge d'instruction, mais cette fois d'homicide volontaire. C'est un nouvel aspect de la bataille de procédure qui entoure, vous allez le voir, ce problème de la légitime défense. Lionel Legras, 42 ans, garagiste à Villenox, près de Troyes, dans l'Aube. Après 12 cambriolages de sa maison de campagne, il avait piégé un transistor et avait placé l'appareil dans un placard fermé à clé à l'intérieur de sa maison. Puis Lionel Legras a disposé dans le jardin de sa maison, à l'extérieur de l'habitation, divers panneaux prévenant de l'existence de pièges à feu. Quelques mois plus tard, le 23 novembre 1976, deux cambrioleurs s'étaient introduits dans la maison. En fouillant partout, ils avaient découvert le transistor. Dans l'explosion, l'un des cambrioleurs avait été tué, l'autre gravement blessé. L'inculpation pour homicide involontaire de Lionel Legras avait provoqué dans la région de Troyes une sorte de mobilisation en faveur du garagiste, et l'association Légitime Défense avait fait et fait toujours de l'affaire Legras une sorte d'exemple de bon droit du citoyen honnête à se protéger contre les malfaiteurs. Alors Paul Lefebvre, on s'étonne parce que Lionel Legras avait été condamné par le tribunal de grande instance de Troyes à l'époque. Oui, le 24 mai 1978 à 8 mois de prison avec sursis pour homicide involontaire, et le malfaiteur survivant d'ailleurs à 2 mois avec sursis pour vol. Mais Jean Garot, l'avocat de Lionel Legras, avait toujours soutenu qu'il s'agissait d'un acte volontaire, donc un acte relevant de la compétence de la cour d'assises. Alors je vous passe la bataille de procédure à la cour d'appel et à la cour de cassation, qui finalement, toutes les deux, ont suivi en quelque sorte l'argumentation de l'avocat de Lionel Legras. Oui, mais la cour d'assises tout de même. Alors quel est ce but de Lionel Legras? Je crois qu'il est double. Ou alors, maître Garot obtient un non-lieu pour légitime défense, ce qui aura pour conséquence, entre autres, de légaliser, de légitimer les pièges à feu, ou, comme je le pense que décidera la chambre d'accusation, il sera renvoyé dans la cour d'assises de Reims. Alors là, un tribunal de grande instance est composé de 3 magistrats, donc des hommes qui jugent selon le droit, alors que la cour d'assises est composée de 3 magistrats plus 9 jurés qui prononcent leur verdict en fonction de leur intime conviction. L'avocat de Lionel Legras pense ainsi obtenir d'eux un acquittement, c'est-à-dire une sorte de reconnaissance d'une nouvelle forme de la légitime défense. Bon, tout cela est un petit peu compliqué, mais effectivement, au centre du débat, l'autodéfense, ce que certains appellent la légitime défense. La doyenne des Français est morte, Madame Gatti-Pons s'est éteinte à 108 ans. Elle habitait Pau. Inventeur au travail, la Direction générale des impôts a ouvert un concours pour l'aider à mieux déceler les opérations de chaptalisation du vin. Il faut donc trouver un procédé révolutionnaire. Ce concours est doté d'une récompense intéressante, 1 million de francs, et c'est le fisc qui vaut l'offre, pour une fois. Alors vous devriez trouver avant le 31 août 1980. Un nouveau confrère vient de naître, vendredi, participe à sa fabrication des journalistes de maintenant, qui, vous le savez, a cessé de paraître. Il y avait un tiercé aujourd'hui, en voici l'ordre d'arrivée et les rapports. Il fallait jouer le 18, le 2 et le 14, avec un très joli rapport, vous le voyez, dans l'ordre près de 60 000 francs, et dans un ordre différent, près de 8 000 francs. Comme chaque jeudi maintenant, Laurent Bromède qui nous parle bien sûr de météo et qui nous annonce de bien mauvaises nouvelles. Oui, du très mauvais temps demain, dû au fait que de l'air très humide sur l'ensemble du pays s'affronte à de l'air froid, très froid, mais plus sec, plus ensoleillé sur le nord-ouest de l'Europe. Alors demain, eh bien, à l'exception de l'Alsace et de la Lorraine où il y aura un peu de soleil, partout ailleurs, un ciel très nuageux avec des pluies principalement du nord, au bassin parisien, au massif central et surtout aux régions méridionales avec des pluies orageuses parfois fortes près de la Méditerranée. Des éclaircies tout de même dans la journée arriveront par l'ouest. Samedi, eh bien, toujours du très mauvais temps, très nuageux avec des pluies sur tout le sud du pays, légère amélioration sur la partie nord avec dans la journée l'arrivée par l'est de cet air froid dont je vous parlais, et après la pluie, eh bien, nous aurons
une chute très sévère des températures sur les thermomètres. Et cet air froid, et avec retour du soleil, arrivera sur la région parisienne dans la journée et continuera à progresser dans l'ouest, nous annonçant un dimanche avec une France coupée en deux. Au sud, nuages étant doux et des pluies. Au nord, un peu de soleil, quelques nuages, mais surtout des températures très froides. En conclusion, parapluie et imperméable absolument de rigueur demain. Et à partir de samedi soir, sur le nord du pays, il faut sortir les manteaux. Bien. Prochain rendez-vous avec l'information ce soir à 23h15 avec Pierre Alain, mais auparavant, je pense que vous ne manquerez pas cette émission de Jacques Chancel qui suit tout de suite la nôtre, le Grand Échiquier, au cours de laquelle vous pourrez entendre les 10 plus belles chansons françaises. Demain, Patrick Lecoq vous présentera en direct de Berlin Antenne de midi à 12h45. C'est la première fois qu'une équipe s'installe sur Checkpoint Charlie, c'est-à-dire la frontière entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. Je vous souhaite une très très bonne soirée et j'espère vous retrouver demain à 20h.